On commence par parler des logarithmes. Les logarithmes, c'est une invention relativement récente. Là. John Napier au 17e siècle. Le truc avec les logarithmes, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas de calculatrice, quand les gens devaient faire des longs calculs, surtout faire des multiplications, on se trompait souvent. On préférait autant que possible faire des calculs avec des additions. C'était plus facile de faire ces calculs-là. Fait que les logarithmes, la raison d'être, c'était de pouvoir faciliter les calculs en remplaçant des multiplications par des sommes, par des additions. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était utile pour beaucoup plus de choses que ça. Les logarithmes sont pratiquement partout maintenant, dans l'échelle de Richter, qu'on utilise pour mesurer la puissance d'un tremblement de terre, dans l'échelle du pH, qui mesure l'acidité d'une solution, quand on parle de la luminosité apparente des étoiles, et ainsi de suite. C'est souvent fait sur des échelles logarithmiques. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous prenez une base B qui en général est plus grande que 1. Quoi qu'il est possible de travailler aussi avec des bases qui sont plus petites que 1, nous, on va en général travailler avec des bases qui sont plus grandes que 1. Et puis une valeur x qui est positive, ben le logarithme de x à la base b, on va écrire log de x base b, c'est l'exposant auquel il faut élever la base b pour obtenir x. Ça ferait b à la quoi qui est égal à x. Puis le quoi en question, ben c'est le logarithme de x à la base b. Vous vous rappelez de ça, tout va bien se passer. Par exemple, est-ce que vous sauriez calculer les logarithmes suivants? Je vous laisse la chance d'essayer. Posez la vidéo. Puis quand vous serez prêt à vérifier vos réponses, vous commencerez. Le logarithme de 100 à la base 10, c'est 2 parce que 10 à la 2, c'est égal à 100. On comprend ici là, que 10 à la 2 est égal à 100. Ça veut dire exactement la même chose que de dire que 2, c'est le logarithme de 100 à la base 10. C'est juste une façon différente de réécrire l'équation ou l'expression. Le logarithme de 8 à la base 2, c'est 3 parce que 2 à la base 3, c'est 8. Le logarithme de 1 quart à la base 2, c'est moins 2 parce que 2 à la moins 2, c'est 1 quart. Le logarithme de 1 à la base 166, c'est 0 parce que 166 à l'exposant 0, ça vous fait 1. Le logarithme de 32 à la base 32, c'est 1 parce que 32 à la base 1, c'est 32. Hein, comme je vous ai dit, là, en général, quand on écrit y, qui est le logarithme de x à la base b, ce qu'on est en train de dire, c'est que b à la base y, excusez, à l'exposant y, c'est x. Le logarithme a 8 propriétés essentielles, puis ce sont ici les propriétés qui facilitent les calculs. Je vous dis la propriété qui vous permettait de remplacer des produits par des sommes.
Fait qu'on prend, encore une fois, pour acquis que notre base est plus grande que 1. On a des valeurs x puis y qui sont positives. Puis supposons qu'on a un nombre rationnel quelconque, R. Alors, voici les choses qu'on doit savoir. Le logarithme de 1 à la base b, c'est 0. Encore une fois, ça c'est la même chose que de dire que b à la 0, c'est 1. Le logarithme de b à la base b, c'est 1 parce que b à la 1, c'est b. Le logarithme de x fois y à la base b, c'est le logarithme de x à la base b plus le logarithme de y à la base b. Puis plus tard, ce qu'on va voir, c'est... je vous le dis pas pourtant. Quand on va parler des exponentielles, je vais vous remontrer cette expression-là. Pour l'instant, je n'y touche pas. Mais ce qui se passe, c'est que si j'ai un produit, je calcule le logarithme du produit, je peux aussi calculer le logarithme du premier terme, le logarithme du second, puis les additionner ensemble. C'était ça la propriété importante à l'époque. Pour les quotients, un quotient c'est un peu une multiplication, ben, ça devient une soustraction. Là, faites attention. Le logarithme de x divisé par le logarithme de y, c'est pas la même chose que le logarithme de x sur y. OK? Pareillement, le logarithme de x fois le logarithme de y, c'est pas la même chose que le logarithme de x fois y. Il faut vraiment connaître les bons termes. Le logarithme de x à la r en base b, ça nous permet de prendre le r et de l'amener en avant. Ça ressemble à l'expression au calcul qu'on fait la dérivée d'un polynôme. C'est pas un calcul de dérivée. C'est juste un truc qui est vraiment une généralisation de la règle qui est ici. Hein? Si x est égal à 2, si r est égal à 2 ici, c'est vraiment le logarithme de x fois x. Selon la règle qui est ici, c'est le logarithme de x plus le logarithme de x. Puis ça, ben, c'est 2 fois le logarithme de x. J'ai pris mon 2, puis je l'ai mis en avant. C'est que c'est pas ça. Ça marche aussi pour des trucs de puissance plus grande que 2, différente de 2. Une autre généralisation de ça, si vous voulez, le logarithme de 1 sur y, ça va être moins le logarithme de y. Mais là, je ne spécifie pas la base parce que c'est vrai pour toutes les bases. Hein? Si vous remplacez, combinez la règle numéro 4 avec la règle numéro 1, vous obtenez la règle numéro 6. Mais vous pouvez aussi l'obtenir en remplaçant r par moins 1 dans la règle numéro 5. Deux autres règles intéressantes pour nous. Le logarithme de b à la x à la base b, c'est x. Puis b fois le logarithme de x à la base b, c'est x. Okay. Ce sont des propriétés qu'il faut savoir maîtriser pour bien composer avec les logarithmes. Et on peut se servir de ces propriétés-là pour simplifier les expressions, pour évaluer les logarithmes. Essayez-vous, posez la vidéo. Quand vous serez prêt à recommencer, vérifiez vos réponses pour partir la vidéo. Le logarithme de 20 à la base 10, je me sers de la règle des produits. Le logarithme de 20 va être le logarithme de 2 fois 10. Puis le logarithme de 2 fois 10, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 10. Dans ce cas-ci, ça me donne le logarithme de 2 en base 10 plus le logarithme de 10 en base 10, c'est une de nos règles, on sait que c'est égal à 1. La base des trucs ici, c'est le même, ça devient 1. Ça me fait log de 2 base 10 plus 1. Je peux évaluer ça avec ma calculatrice, mais
si on n'a pas de calculatrice, on est satisfait avec cette réponse-ci. Le logarithme de 8 à la base 2. J'ai réécrit 8 comme étant 2 à la 3. Je me sers de la règle qui dit que je peux descendre l'exposant et le mettre en avant quand la base, indépendamment de la base ici, pardon. Fait que ça me fait 3 fois le logarithme de 2 à la base 2. Puis là, ben, j'ai une règle qui me dit que le logarithme de b à la base b, c'est 1. Si b c'est égal à 2, c'est un cas spécial. Fait que ce truc-ci ici, c'est égal à 1. Ça fait 3 fois 1, ce qui me donne 3. Fait que je peux le calculer de même. Ou encore me dire, ben, c'est à quelle puissance est-ce qu'il faut que j'élève 2 pour obtenir 8. Si vous y connaissez, 2 fois 2 fois 2, 2 à la 3, c'est 8, donc ça serait 3. On n'est pas toujours obligé de se servir des règles de simplification si on se souvient de ce que c'est supposé être. Comment est-ce qu'on simplifierait finalement une expression comme le logarithme à la base b de x fois y au carré divisé par z, le tout à la 3. Et on sert des propriétés. Je commence par, vous savez, la propriété qui me permet d'abaisser l'exposant, la puissance. Ici, ça me fait 3 fois le logarithme de ce qui reste. Et là, j'ai fondamentalement un quotient. Le quotient de xy carré par z, ça fait que ça ferait 3 fois la différence des logarithmes. Ensuite, je me retrouve avec le log d'un produit. Fait que je peux faire la règle des logarithmes qui dit que la règle d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Fait que ça me fait 3 fois le logarithme de x plus le logarithme de y au carré moins le logarithme de z. Puis finalement, je me resserre de la règle qui me permet d'abaisser la puissance, le 2 puis le mettre en avant. J'ai 3 fois le logarithme de x plus 2 fois le logarithme de y moins le logarithme de z. Tous les logarithmes sont à la base b. Il n'y a rien d'autre que je peux faire pour simplifier. Je ne connais pas les valeurs exactes de x, y, z et de b. Et vous voyez, j'ai remplacé un produit, un quotient, des puissances par des sommes. Sur l'échelle de Richter, l'énergie d'un tremblement de terre est liée à sa puissance. Puis l'équation qui relie l'énergie puis la puissance est la suivante. Le logarithme de l'énergie en base 10, c'est 4.4 plus 1.5 fois la puissance du tremblement de terre. Fait que c'est quoi l'énergie d'un tremblement de terre qui atteint 4.5 sur l'échelle de Richter? On sert de l'équation. Si la puissance c'est 4.5, alors M c'est 4.5, je me retrouve avec le logarithme de l'énergie en base 10 qui va être 4.4 plus 1.5. Fois 4.5 qui est 11.15. Ça fait que je me retrouve avec l'équation suivante. C'est quoi l'exponentielle? Pardon, c'est quoi l'énergie qui correspond à ça? Je vais l'écrire l'énergie comme étant 10 à la x. Fait que c'est vraiment ça que je suis en train de faire. Je dis ici, le logarithme de 10 à la base e, c'est 11.5. Alors 10, voilà, 11, j'ai dit 11.5, c'est 11.15. 10 à la 11.15, ça va être l'énergie en question. Là, si vous faites le calcul, c'est à peu près égal à, c'est un chiffre gigantesque. Puis on sert du logarithme parce que sans ça, on aurait de la misère à parler de l'énergie des tremblements de terre. Nos chiffres seraient trop élevés. « 11.15, c'est un nombre rationnel. Le chiffre 1115 divisé par 100. Fait qu'on sait l'écrire comme si c'était
L'expression suivante, 10 à la 11.15, c'est 10 à la 1115 divisé par 100, c'est-à-dire que c'est la racine centième de 10 à la 1115. Quand l'exposant est irrationnel, c'est-à-dire que si l'exposant en question, c'est pas une fraction, c'est un petit peu moins évident comment on s'y prend. Pour faire le calcul. Ben, on ferait relativement parlant, on ferait la table. On se rapproche de valeurs. On se rapproche des valeurs qui nous intéressent, puis on considère à quoi ça ressemble. Dans notre cours à nous, on va prendre pour acquis la fonction b à la x, c'est une fonction qui est continue. Okay? Fait que ça va nous permettre de définir une fonction logarithme. La fonction logarithme de x à la base b, pour acquis que la base est plus grande que 1. C'est la fonction qui va être définie par la fonction de x, c'est le logarithme de x à la base b, lorsque x est plus grand que 0. Et ça, en fonction de ce qu'on a dit, là, quand on travaille avec des valeurs ici qui ne sont pas rationnelles, ça fonctionne quand même. OK? Fait on va juste prendre pour acquis qu'on connaît ce truc-là, qu'on sait comment le calculer. Les bases n'ont pas tous le même statut. Les bases les plus souvent utilisées sont les entiers 10 pour le système décimal, 2 dans le système informatique, et E, qui est un nombre spécifique dont on va parler bientôt, pour les applications en finance et en économie. E se retrouve aussi souvent dans les applications en sciences et en génie, mais pour des raisons différentes. On ne va pas trop passer de temps là-dessus. Le logarithme népérien, c'est le logarithme qui est une base spécifique, la base E. E, c'est un nombre spécial. C'est le nombre qui est défini comme étant la limite de l'expression qui est ici. Si vous voulez, c'est l'asymptote horizontale de la fonction 1 plus 1 sur n à la n. C'est difficile de montrer que les limites existent. Il faut faire des trucs plus avancés pour s'y rendre. Dans notre cours, on va donner une approximation numérique. On peut soit utiliser la limite ici lorsque n tend vers l'infini de 1 plus 1 sur n, ou encore avec un changement de variable. Calculer la limite lorsque t tend vers 0 de la droite de 1 plus t à la 1 sur t. Ce sont les mêmes limites. Et bien, on prend des valeurs de t qui se rapprochent de 0 vers la droite. On obtient des valeurs de 1 plus t à la 1 sur t qui se rapprochent du nombre suivant. 2.718, 28, 28. Et ben là, ça vous donne peut-être l'impression que ça se répète, mais ça se répète pas. E, c'est un nombre comme pi. Nombre spécial, transcendant. Irrationnel, il joue un rôle aussi important en mathématiques que le nombre pi. Si vous avez fait un peu d'algèbre, vous avez peut-être entendu parler du nombre i. I, c'est le nombre complexe dont le carré est égal à moins 1. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas important, mais ce qui est intéressant, peut-être pour vous de voir, c'est qu'il y a une relation entre le nombre E, le nombre I, le nombre pi, le nombre 1 et le nombre 0. Relation très simple. Bon. Ça, c'est des trucs de fantaisie, là. Pour nous, ce qui est important, c'est que c'est une base qu'on va utiliser en finance et en économie. La fonction logarithme qui correspond à la base E, on l'appelle la fonction logarithme népérien, ou logarithmique népérienne. Népérien, c'est la version latine de Napier, qui était le nom d'Écossais qui a inventé les logarithmes. On honore
son invention. Des fois, les gens l'appellent le logarithme naturel. C'est vraiment le logarithme népérien, mais le logarithme naturel, ça fonctionne aussi. Puis on l'écrit ln. En anglais, les gens prononcent ça le ln, à place du log, ln. Ça fait, vous allez peut-être m'entendre dire des fois ln de x. Je parle du logarithme népérien de x. On a un petit problème ici, par exemple. Pour s'assurer que le ln de x existe pour toutes les valeurs de x, il faut s'assurer que e à la y, ça existe, même lorsque y est irrationnel. Et ça, au début du chapitre, dans le scénario, je vous ai montré qu'on a une façon, si vous voulez, d'approximer ces exponentielles-là, mais on ne peut pas vraiment faire une démonstration que ça fonctionne comme ça fonctionne. Fait que notre définition du logarithme, comme on l'a donné jusqu'à présent, c'est pas nécessairement la meilleure définition, parce qu'il faut pouvoir s'en servir, montrer que e à la y, ça existe pour tout y. Et ça, c'est difficile à faire. Il y a une alternative. On va définir la fonction du logarithme népérien à l'aide d'une intégrale définie. Pour nous, le logarithme de x, ln de x, ça va être l'aire entre 1 et x de la fonction 1 sur t. Fait que voici la fonction 1 sur t, sur l'axe des t. Je prends une valeur de x quelconque, qui pourrait être plus grande que 1 ou plus petite que 1 dépendamment, mais ici je considère là, que la valeur de x est plus grande que 1. Le logarithme de x, ln de x, ça va être l'aire sous la courbe 1 sur t entre 1 et x. Puis si x se trouve être plus petit que 1, ben, l'aire, c'est celle-ci. Intéressant. Mais là, pour vous rappeler, je calcule l'aire entre 1 et x, puis ici j'ai entre x et 1, ce qui veut dire que l'aire qui est ici doit être une aire négative. Ça a de l'allure, selon les propriétés et l'intégrale. L'aire entre 1 sur x de 1t dt, ça va être moins fois l'aire entre x et 1. On a le théorème fondamental du calcul qui nous dit que l'intégrale définie existe parce que la fonction 1 sur t, elle est continue entre 1 et x si x est strictement positif. Et là, on peut utiliser la définition de l'intégrale directement. Les propriétés qu'on a vues, ce sont les propriétés de l'intégrale. Ça, c'est intéressant. Fait que notre fonction logarithmique, maintenant, elle est définie pour tous les nombres réels ici, là, pas juste les nombres rationnels. Le logarithme de 1, c'est 0. Le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Le logarithme du quotient, c'est la différence des logarithmes, donc c'est important. Logarithme de x à la r, c'est r log de x. Le logarithme de 1 sur y, c'est moins le log de y. Puis maintenant, on peut aussi, en servant des images, calculer la limite du logarithme lorsque x se rapproche de 0 et il s'en va vers l'infini. On calcule des aires. Ça va être des aires qui vont être infinies. Le domaine du logarithme, ce sont toutes les valeurs réelles qui sont strictement plus grandes que 0. Et là, on a automatiquement, en utilisant cette définition-là du logarithme, la dérivée du logarithme. Le logarithme, c'est l'intégrale de la fonction 1 sur t entre 1 et x. Fait qu'on sert du théorème fondamental du calcul. Ce qu'on a, c'est que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Le logarithme lui-même doit être croissant, puisque sa dérivée, qui est 1 sur x, est toujours positive lorsque x est positif. Et on sait que le logarithme est continu sur son domaine. C'est une fonction qui a une
inverse, une réciproque. On définit E comme étant le nombre unique qui satisfait à l'équation logarithme de x est égal à 1. Ou si vous préférez, je fais l'air sous la courbe de 1 sur t. C'est le nombre qui fait en sorte que l'air ici est égal à 1. Et là, on n'a pas besoin de faire appel aux puissances irrationnelles. Le graphique du logarithme ressemble à ceci. On a vu que lorsque x se rapproche de 0, il y a une asymptote verticale, parce que la limite du logarithme de x, c'est moins l'infini. Il n'y a pas d'asymptote horizontale, parce que la limite, lorsque x se rapproche de l'infini positif, c'est l'infini positif. On a trouvé qu'il y a un point d'intersection. Puis qu'on connaît ce point-là ici. Fait que la limite, le logarithme de 1, c'est 0, puisque E à la 0, c'est égal à 1. Et le E, c'est parce que le logarithme, c'est vraiment le logarithme en base E. Puis on sait que le logarithme de E, c'est 1. On connaît ce point-là. On se connaît ce point-là. On sait que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x qui est positif. Fait que c'est une fonction qui est toujours croissante. Et on sait aussi que la deuxième dérivée du logarithme, ça va être moins 1 sur x au carré, qui est toujours négative. C'est une fonction qui est toujours concave vers le bas. On combine tous ces trucs-là ensemble, puis j'ai pas le choix, il faut que la courbe du logarithme ressemble à ceci. À la fois croissante et concave vers le bas. Et les trucs que je mentionnais, c'est que c'est une courbe spéciale, parce que la dérivée est toujours strictement positive. Vous me donnez n'importe quelle hauteur, il y a un seul point. Coupe la courbe. Et ainsi de suite. On peut aussi se servir de la règle de dérivée en chaîne. La dérivée d'une fonction qui est le logarithme d'une autre fonction, ça serait tout simplement 1 fois l'argument du logarithme fois la dérivée de l'argument. C'est une règle assez importante. Mais c'est facile de se souvenir de la règle de dérivée du logarithme. Essayez de travailler sur ces exemples-là. Quand vous serez prêt, vous partirez le vidéo. Le logarithme de x plus 2, sa dérivée, ça va être tout simplement 1 sur l'intérieur du logarithme. 1 sur x plus 2 fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de x plus 2. Ça me fait 1 sur x plus 2 fois 1, qui est 1 sur x plus 2. La dérivée du logarithme de x au carré plus 1, ça va être, selon la règle de dérivée en chaîne, 1 divisé par l'intérieur du logarithme, 1 sur x au carré plus 1, fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée d'x au carré plus 1. Ça fait 1 sur x au carré plus 1 fois 2x. Puis c'est pas 1 sur x plus 2, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est 2x. Sur x au carré plus 1. La dérivée du logarithme de 1 sur x au carré plus 1, ça va être 1 sur l'intérieur, qui est 1 sur x au carré plus 1, fois la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x au carré plus 1.
Fait que 1 sur x au carré plus 1, ça fait x au carré plus 1. La dérivée de l'intérieur, c'est 1' fois x au carré plus 1 moins 1 fois la dérivée d'x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, le tout au carré. Fait que le calcul qui simplifie, ça va vous donner moins 2x sur x au carré plus 1. Est-ce que c'est surprenant? Comparativement à la dérivée qu'on avait ici, qui était 2x sur x au carré plus 1. Ça ne devrait pas l'être, puisque selon la règle sur les exposants, là, ça c'est vraiment le logarithme de x au carré plus 1 à la moins 1. Puis on a vu une règle qui nous dit on peut prendre le moins 1 puis l'amener ici. Ça fait moins logarithme x au carré plus 1. Qui est vraiment juste moins fois le truc qui est là. Fait qu'on s'attendrait en partant la dérivée de h, ça devrait être moins fois la dérivée de g. On n'a pas vraiment besoin de calculer séparément la dérivée de h ici, là, une fois qu'on a fait la simplification sur l'expression du départ. Mais on peut aussi le faire. Puis on marque comme les mêmes résultats. C'est un bon signe. La dérivée du logarithme de 3x, ça serait 1 sur l'intérieur 3x fois la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 3x, qui est 3. Annule, Patrick, aujourd'hui. Les 3 s'annulent, il me reste 1 sur x, qui est exactement la même chose que la dérivée du logarithme de x. Est-ce que c'est surprenant? Ben, le logarithme de 3x, c'est la même chose que le logarithme de 3 plus le logarithme de x. Si je fais la dérivée, le logarithme de 3, c'est un chiffre, c'est une constante. Fait que ce morceau-là n'est pas important, ça va vers 0 en dérivée. Ce morceau-là, ça va vers 1 sur x. Encore une fois, pas une grosse surprise. C'est toujours préférable quand vous travaillez avec des logarithmes et des exponentielles, dont on va parler bientôt, de simplifier l'expression qui contient les logarithmes avant de la dérivée. Vous allez vous sauver du travail. En général, la dérivée de logarithme de a sur x, ça va être 1 sur x. Cette dérivée, là, tant et aussi longtemps que l'intérieur est plus grand que 0. Sans ça, c'est mal défini. Le logarithme d'un chiffre négatif, ça n'existe pas. Finalement, si vous avez un produit, x fois le logarithme de x, par exemple, on sert encore une fois la règle de dérivée des produits. Ça fait que ça serait la dérivée du premier terme qui est x fois le deuxième terme, plus la dérivée du premier terme fois la dérivée du deuxième. Donc la dérivée de log de x. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Ça fait que ça devient 1 fois log de x plus x fois 1 sur x. Les x s'annulent, il me reste log de x plus 1. Fait que les règles qui fonctionnaient avant n'ont pas cessé de fonctionner. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une nouvelle règle de dérivée pour une nouvelle fonction qui n'existait pas avant. Log de x. Là, un des trucs que j'aimerais que vous remarquiez par rapport à ça, c'est peut-être que la description, la définition que je vous avais donnée ici, là, avec les trucs, ça vous a peut-être pas nécessairement bien parlé. Vous avez peut-être regardé ça et dit, ah, je comprends pas ce qu'il fait ici, ça n'a pas d'allure. C'est mal expliqué, je sais pas ce qu'il fait. Rappelez-vous tout simplement que ça, c'est la définition du logarithme, que vous calculez l'aire, et que le logarithme a des propriétés qui sont les propriétés suivantes. Et parce qu'on définit le logarithme en termes de l'aire sous une courbe, on est facilement capable de déterminer sa dérivée, c'est 1 sur x. Puis une fois qu'on a ça, tout le reste découle naturellement. Okay? C'est plus simple de penser ou de visualiser ou de conceptualiser le logarithme comme étant l'aire sous une courbe particulière, la courbe 1 sur x. Je vais vous montrer maintenant une technique qui va vous permettre de dériver des fonctions algébriques qui n'ont pas nécessairement de logarithme dedans, là, parce qu'un logarithme, c'est une fonction transcendante,
sans voir à utiliser les règles du produit puis du quotient. Peut-être que vous avez de la misère à vous souvenir de la règle du quotient. La règle du produit, en général, c'est pas trop difficile à se rappeler. La règle du quotient, là, des fois, on se mélange. C'est-tu le numérateur qui en dérive en premier ou le dénominateur parce qu'il y a un signe négatif? Je ne me souviens pas. Tu divises par le carré du quotient, ça peut être compliqué. Si vous commencez par prendre le logarithme d'une expression comme la suivante, des deux côtés. Hein, si y c'est égal à x au carré plus 2 à la 7 fois 2x moins 21 à la 3 divisé par la racine quatrième de x4 plus 1, ben le logarithme de y, ça va être égal au logarithme de ce truc-là. Et là, je peux me servir des propriétés des logarithmes. Le logarithme d'un produit ou d'un quotient, c'est beaucoup plus simple et comme étant une somme. 7 fois le logarithme de x au carré plus 2 plus 3 fois le logarithme de 2x moins 21 moins 1 quart, puissance 1 quart ici, fois le logarithme de x4 plus 1. Ça, c'est égal au logarithme de y. Et là, je peux me servir de la règle de dérivée en chaîne et de la règle de dérivée implicite pour calculer la dérivée. D'une part, je fais la dérivée de log de y par rapport à x, c'est ça qui m'intéresse, ben, selon la règle de dérivée implicite, ça fait 1 sur y fois dy dx. Pourquoi 1 sur y? 1 sur y, c'est la dérivée du logarithme. Hein? 1 fois l'intérieur du logarithme, puis là, il faut que je multiplie ça par la dérivée de l'intérieur. Dérivée d'y par rapport à x. Fait que le premier truc à constater ici, c'est que la dérivée de logarithme de y par rapport à x, c'est 1 sur y fois dy dx. Une fois que vous avez ça, maintenant, on doit dériver le restant de l'expression. Mais là, ça va être facile parce qu'on a des sommes et des logarithmes. La dérivée de 7 fois logarithme de x au carré plus 2, ça va être 7 fois 1 sur l'intérieur du logarithme fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de x au carré plus 2, c'est 2x. Plus 3 fois 1 sur l'intérieur du logarithme fois la dérivée de l'intérieur. 2. Moins 1 quart fois 1 sur l'intérieur du logarithme fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée d'x à la 4 plus 1, c'est 4x à la 3. Et là, ben, je simplifie ça. C'est pas trop difficile de faire la simplification ici. Fait que j'ai 1 sur y fois dy dx qui est égal à ça. Mais je m'intéresse à dy dx, la dérivée de la fonction. Je cherche ça ici, là. J'isole mon dy dx. Tout simplement multiplier y par le truc qui est ici. Et là, ben, y, je sais quoi, c'est donné dans le problème. Fait que j'ai réussi à dériver l'expression y sans avoir à me servir de la règle du produit ou de la règle du quotient. C'était ça, l'utilité des logarithmes. Général. Finalement, on parle de la primitive du logarithme. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a défini le logarithme à l'aide d'une aire sous la courbe, ce qui nous permettait facilement de trouver la dérivée. L'intégrale est moins simple. Ce qu'on sait, c'est que si x est positif, le logarithme de x plus c, ça va être une primitive de 1 sur x. Ça, c'est par définition. On a défini le logarithme de cette façon-là. Si x est plus petit que 0, le logarithme de moins x est défini. Et vous vous retrouvez avec la dérivée du logarithme de moins x étant encore une fois égale à 1 sur x. Ça, ce que ça vous dit, c'est que la fonction 1 sur x, qui n'était pas seulement définie pour les valeurs positives, mais qui était aussi définie pour les valeurs négatives, son intégrale c'est le logarithme de la valeur absolue de x plus c. On peut aussi l'écrire comme un truc à pallier ici. Si x est positif, c'est le logarithme de x plus c. Si x est négatif, c'est le logarithme de moins x plus c. Okay. Fait que ça, c'est pas la primitive du logarithme, c'est la primitive de 1 sur x. On vient de rajouter une nouvelle règle de primitive. Maintenant, on sait intégrer toutes les puissances x à la n, même quand n est égal à moins 1.
Je vous rappelle, c'est important ici, les valeurs absolues sont essentielles. Vous ne pouvez pas les oublier. Fait que là, on peut intégrer beaucoup plus de fonctions algébriques. Quelles sont les primitives, par exemple? Les 4 fonctions suivantes. Vous essayez, vous posez la vidéo, puis quand vous êtes prêt à vérifier vos réponses, vous continuerez. On se sert de la formule, puis de la méthode d'intégration par substitution dans ce cas-là. Fait que si je veux intégrer x plus 1 sur x, c'est la somme de 2 fonctions. Fait que la primitive, ça va être la somme des 2 primitives. La primitive de x plus la primitive de 1 sur x. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. La primitive de 1 sur x, c'est le logarithme de x. Et je rajoute à ça une constante d'intégration. Puisque je n'ai pas de borne d'intégration ici, je ne suis pas en train de calculer l'intégrale définie. Seulement la primitive. Famille d'antidérivés. Dans l'autre cas, on avait l'intégrale de 1 sur 1 moins 2x quand x n'est pas égal à 1,5. C'est ça, parce que le dénominateur est bien défini. Je fais une intégration par substitution. U, ça va être 1 moins 2x. Dans ce cas-là, la dérivée de u par rapport à x, c'est moins 2. Je remanie les termes pour avoir que dx, c'est moins du sur 2. Quand je rencontre l'intégrale de 1 sur 1 moins 2x par rapport à x, je vais commencer par remplacer dx parce que c'est. J'ai du fois moins 1,5. Je vais prendre le moins 1,5, je le mets en évidence, fantastique. J'ai moins 1,5 fois l'intégrale de 1 sur 1 moins 2x du. Mais là, je vous rappelle qu'en général, si on intègre par rapport à u, il faut y parler dans la langue des u. Il se trouve que 1 moins 2x est exactement égal à u. Fait que j'ai moins 1,5 fois l'intégrale de 1 sur u par rapport à u. Je sais intégrer 1 sur u par rapport à u, c'est le logarithme de u plus constante d'intégration. Là, ben, je multiplie par moins 1,5. Ça me donne une nouvelle constante d'intégration que je vais aussi appeler c. J'ai pratiquement trouvé la réponse. Il faut que je réponde en x cependant. U c'est égal à 1 moins 2x, ça me fait moins 1,5 logarithme de, en valeur absolue, 1 moins 2x plus c. Puis là, ben, je me permets, en faisant moins 1,5 fois ça, puis moins 1,5 fois c, de réécrire c, même si le c qui est ici, là, c'est pas le même c que le c qui est là. C'est une nouvelle constante d'intégration. Et ça, c'est la primitive de 1 sur 1 moins 2x. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si c'est la bonne réponse? Tout ce qu'on a à faire, c'est dériver l'expression qui est ici. Vous le faites, vous allez vous rendre compte que c'est exactement égal à 1 moins 2x. Faites attention, par exemple, parce qu'il y a une valeur absolue, pour faire une dérivée pour les termes qui sont plus grands qu'une demi, quand x est plus petit qu'une demi. Pour intégrer 2x sur x au carré plus 1, on commence par faire la substitution suivante. U, ça va être x au carré plus 1 parce que quand je dérive u par rapport à x, j'obtiens 2x. Puis là, ben, je peux remanier. Puis ça me fait du qui est égal à 2x dx. Puis 2x, c'est un des termes qui est là. C'est une bonne substitution à faire. L'intégrale de 2x sur x au carré plus 1, ça va être l'intégrale de 1 sur x au carré plus 1 fois 2x dx. 2x dx, c'est égal à du. On va calculer ici. Je me retrouve avec l'intégrale de 1 sur x au carré plus 1 par rapport à u. Mais je ne peux pas intégrer des x par rapport à u. Je dois exprimer ce qui me reste en termes de u. C'est exactement la substitution que j'ai faite. J'ai l'intégrale de 1 sur u par rapport à u. C'est une primitive que je connais. Elle fait partie de mon sac de primitives connues. Logarithme de u plus c. Puis ben, je donne la réponse en x, pas en u, parce qu'on me posait la question en x, ça fait le logarithme de x au carré plus 1 plus c. Et encore une fois, on peut vérifier si on a la bonne réponse en dérivant l'expression qui est ici. Il se trouve que x au carré plus 1, c'est toujours positif. Alors dans ce cas-ci, les valeurs absolues sont moins essentielles. Je les ai laissées là pour vous rappeler qu'elles doivent absolument être là. Mais dans cet exemple-ci, on pourrait s'en sortir avec des
parenthèse à la place d'une valeur absolue. Fait que vous savez dériver ça. Calculez-le puis vérifiez que vous obtenez bien 2x sur x au carré plus 1. Finalement, si on vous demande d'intégrer la fonction 1 sur x log de x par rapport à x, on fait la substitution suivante. U c'est égal à logarithme de x. Dans ce cas-là, la dérivée de u par rapport à x, c'est 1 sur x. Je remanie les termes pour avoir mes dx et mes x d'un bord. Ça me donne que du, c'est 1 sur x fois dx. Alors, l'intégrale de 1 sur x log de x fois dx, ça va devenir l'intégrale de 1 sur log de x fois 1 sur x dx. Le 1 sur x dx, il devient du. Il me reste l'intégrale de 1 sur log de x fois du. 1 sur log de x, c'est 1 sur u, puisque u, c'est égal à log de x. Fait que j'ai l'intégrale de du sur u, qui est le logarithme de u plus une constante. Vous remarquez, c'est toujours la même chose qu'on fait, là. Du. On l'a pas écrit explicitement, mais c'est ce qui se passe ici. Bon, c'est des exemples que j'ai choisis pour que ce soit toujours la même chose, mais il faut savoir reconnaître ce genre de problème-là. Puis après ça, on remplace u par sa valeur exacte, qui est le logarithme de x. Fait que l'intégrale de 1 sur x log de x, ça va être le logarithme, la valeur absolue du logarithme de x plus c. Et encore une fois, on peut vérifier en dérivant la fonction obtenue. Là, si on s'intéresse à l'intégrale du logarithme de x, la primitive exacte du logarithme, on doit le faire par partie. Mais il y a un truc. Je vous fais la remarque suivante. Le logarithme de x est égal à 1 fois le logarithme de x. Vous allez me dire, ouais, mais tu m'as rien dit, là. Multiplié par 1, ça change rien. C'est vrai, sauf que lorsqu'on l'écrit ici, explicitement, ça me permet de faire l'intégration par partie. Je vais reconnaître dans cette expression-là un des termes qui va jouer le rôle de f de x, puis un des termes qui va jouer le rôle de g'. Ce morceau-ci, ça va être f, ce morceau-ci, ça va être g'. Je choisis des termes où la dérivée de f est facile à évaluer, l'intégrale de g est facile à évaluer, et où, lorsque j'utilise la règle d'intégration par partie, le résultat va aussi être facile à évaluer. Fait que l'intégrale du logarithme de x par rapport à x, qui était vraiment l'intégrale de g' de x fois f de x, selon la règle d'intégration par partie, ça va être la primitive de g', c'est-à-dire g de x fois f de x. Ben, g de x, c'est x. C'est pas difficile à calculer, il est là, fois f de x qui était donné. Fait que j'ai x logarithme de x. Ça, c'est facile à évaluer, il est là. Moins l'intégrale de f'g de x. Ici, f' c'est 1 sur x, g de x c'est x, et là vous voyez que ces termes-là s'annulent. Je me retrouve avec l'intégrale de 1 par rapport à x. Fait x log de x moins l'intégrale de 1 par rapport à x, c'est facile à évaluer, ça me fait x log de x moins x, plus une constante. Fait que l'intégrale, la primitive, du logarithme, c'est x fois le logarithme moins x plus c. Ça, c'est une formule qu'il faut connaître. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est la bonne réponse? On prend l'expression qui est ici et on la dérive par rapport à x. Bon, la dérivée de moins x, ça va me faire moins 1. Ici, ça va me faire 0. Puis là, j'ai la dérivée de x fois log de x. C'est un produit. Fait que ça me ferait une fois le logarithme de x plus x fois la dérivée du logarithme de x qui est 1 sur x. Fait que j'ai 1 fois le logarithme. Ça me fait logarithme de x plus 1 moins 1. Ça me fait logarithme de x. Effectivement, la dérivée de cette expression-là, c'est bien le logarithme de x. C'est le truc